Bienvenue dans ce nouveau numéro de débat de la semaine, une occasion pour vous de suivre les analyses et réflexions des scientifiques et politiques sur les plateaux de Télé 7. Nous avons choisi pour ce numéro 3 sujets qui font l'actualité. Il s'agit notamment de la clôture des concertations nationales convoquées par le chef de l'État. Nous allons parler des Kampala et aussi de la visite de la délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies en République démocratique du Congo. Et pour décrypter toute cette actualité, nous avons fait appel sur ces plateaux à M. Jean-Pierre Kambila, qui est donc cadre de la majorité présidentielle, et il était également délégué aux concertations nationales. Nous avons le professeur Kalele, président du FNTC, qui est un parti de l'opposition, et enfin professeur Milala, qui est philosophe. Avec sur ce plateau, nous allons pouvoir parler de toutes ces questions. Question pour vous de retenir quelque chose de leur réflexion. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, je commence avec vous, Jean-Pierre Kambila, délégué aux concertations nationales, cadre de la majorité présidentielle. Les concertations pendant 22 jours, vous avez discuté, vous avez échangé, ça s'est clôturé. Êtes-vous satisfait du travail qui a été abattu pendant ces 22 jours? Satisfait, je dirais oui. Je dirais oui, mais bon, on peut toujours faire mieux, il y a toujours à faire. Il y a encore à faire. Professeur Milala, vous qui êtes neutre, vous qui analysez l'actualité de loin, dites-nous, quelle analyse faites-vous de la tenue de ces concertations jusqu'à leur clôture? D'abord, merci pour l'invitation. Je crois que la question principale, me semble-t-il, n'a pas été correctement traitée. Qu'est-ce qui soude les gens? La cohésion nationale, traditionnellement, ce sont des idéologies. Je crois qu'on commence à payer le fait que nos partis politiques ont laissé la question centrale des idéologies. Ce sont des idéologies qui mettent de blocs ensemble, qui font l'unité de commandement. On peut à ce moment-là, c'est la doctrine qui détermine la destinée. C'est des questions idéologiques. Je crois que l'Europe nous a dissuadés de ne pas l'avoir. Je vois encore la révolte de l'Ovanium dans les années 70, des étudiants qui se coalisaient autour du socialisme. Et pour l'Europe, c'était... Et même les universités, on commence à en souffrir. L'unité de cœur, de peuple, s'est fait autour des idéologies. Et je ne sais pas si on a traité de ce genre de choses, mais les grandes idéologies africaines ont échoué. Comme vous le savez, le panafricanisme, la négritude, c'était probablement le moment de critiquer et de voir quelle idéologie mettre ensemble pour, pas seulement les problèmes du Congo, parce qu'aujourd'hui, le problème local a un écho international. Donc, je crois que c'était le moment de porter la voix du Congo Sud, des cohésions évidemment nationales, mais... Donc vous voulez dire que la question principale de la cohésion n'a pas été évoquée pendant ces assises? Oui, parce que le principe, c'est l'idéologie. Qu'est-ce qu'il fallait qu'on dise pendant ou qu'on traite pendant ces concertations, professeur? La question idéologique devait prendre le pas. Par exemple, ce qui démantèle l'Afrique, c'est la mondialisation. Je vous l'ai dit, le capitalisme. Comment faire front contre, non pas le capitalisme, parce que je vous dis que les problèmes mondiaux et congolais, ce sont des problèmes quasiment qui se posent de la même façon. Comment le Congo peut penser, porter sa voix sur une grande idéologie unificatrice, non seulement du Congo, de l'Afrique, du monde. C'est faisable parce que toutes les idéologies sont devenues sectaristes. Que ce soit les idéologies religieuses sont sectaristes, que vous connaissez, que ce soit les idéologies politiques, panafricanistes, ça a échoué. Son radicalisme, on le sait, les négritudes ont échoué. Donc, on a des solutions, c'est peut-être pas le moment que je vous donne mon point de vue. Alors, à ce moment-là, on peut dire, mais tout c'est vente en guerre, le capitalisme vente en guerre, haute aujourd'hui. Prenez les Nations Unies qui sont venues au chevet du Congo. Ils n'ont pas de solution.
Ils vont encore convoquer des choses. Ce sont entre autres des questions idéologiques et il faut leur donner des choses, de la matière, pour qu'on soit ensemble. Voilà. Voilà, professeur Kalele, vous êtes parmi ceux-là qui n'avaient pas accepté la tenue de ces assises. Mais il y a une chose, dans son discours de clôture, Joseph Kabila dit l'orthodoxie de la démocratie qui voudrait que la majorité tienne la minorité éloignée de la gestion. On peut oublier ça. Et maintenant qu'il s'ouvre vers vous, qui avez dit non à la tenue de ces assises, vous ne trouvez pas que c'est déjà un acte courageux de la part du chef de l'État qui veut venir vers vous? Monsieur Kabila, c'est un politique, hein? C'est différent des autres qui ont été là-bas. Moi, j'ai beaucoup observé Monsieur Kabila ce jour-là, pendant et après son discours. Je ne l'ai jamais vu aussi joyeux Comme ce jour. que ce jour-là. C'est un homme très satisfait, très comblé. Il a raison. Il a raison parce que il a eu les opposants et les gens de la société civile qui criaient tout le temps. Il est heureux parce qu'il a su entraîner tout ce monde-là dans son schéma. Il est heureux parce que quand vous parlez de l'ouverture, oui, mais il y a une très grande différence entre un gouvernement d'union nationale, tel qu'on l'a eu après Sun City, où les composantes s'étaient réparties des ministères, et un gouvernement d'ouverture. Gouvernement d'ouverture, ça signifie quoi? On reste dans le cadre du MP, votre histoire là s'appelle comment? Majorité Le PPRD. PPRD. Majorité présidentielle. MP. Hein? On ouvre, on fait entrer des opposants et des gens de la société. On les fait entrer là-dedans, dans un schéma déjà en fonctionnement, comme on l'a fait exactement avec le RCD, avec le CNDP, et on veut le faire avec le M23. Ils entrent, ils n'ont pas à décider tout ça, par voie de conséquence, ils cessent d'être opposants. Monsieur Kabila a réussi son coup. Et en plus, en supprimant l'opposition de cette manière, en voyant le schéma, il est sûr d'aller au-delà de 2016. Les concertations nationales ont tué l'opposition, ont roulé dans la farine tous les gueulards là-bas sans conviction. Troisièmement, ils ont tué la démocratie. Parce que la démocratie a, entre autres, dans son essence, l'exigence d'une opposition. Deuxièmement, l'alternance. L'alternance, ça signifie que, quelles qu'aient été vos performances dans la gestion de l'État, quand vous remplissez vos 2 mandats, on a convenu de 2 mandats, vous cédez la place aux autres. Ils ne voulaient pas céder. On l'a vu en faisant recours à Malou Malou et avec le livre de Bochab. Il préparait déjà la prolongation et les Congolais, de manière naïve, lui ont passé cette passerelle-là. D'accord, professeur. Alors, M. Jean-Pierre Kambila, partagez-vous ce point de vue du professeur Kalele? Non, absolument pas. Je crois qu'il y a deux choses importantes qui ont été dites jusqu'ici. La question de l'idéologie et la question de la satisfaction du président de la République sous l'explication qu'il n'y aurait plus d'opposition et que l'absence de l'opposition signifie la mort de la démocratie. J'aimerais réagir sur ces 2 thèmes-là. Sur le premier, je suis parfaitement d'accord avec le professeur que l'idéologie fonde
les cohésions. C'est parce que nous avons un même idéal que nous pouvons nous mettre ensemble. C'est parce que nous avons une même analyse ou des analyses proches de la réalité sociale que nous pouvons marcher ensemble et construire quelque chose de solide. Ça, c'est vrai. Mais seulement, il ne faut pas croire que pour qu'une idéologie existe, il faut qu'elle soit élaborée. Il faut qu'elle soit élaborée de manière sophistiquée. Comme les idéologies qui existent, hein, le capitalisme, le libéralisme, le socialisme, c'est des thèmes sur lesquels des grands savants se sont penchés et ont développé les choses. Une idéologie, pour qu'elle existe, il suffit qu'il y ait certaines idées qui sont clairement énoncées et autour desquelles les gens s'agglomèrent pour aller vers quelque chose. Et je crois qu'aujourd'hui au Congo, cette idéologie-là, elle est là, elle existe. Elle n'est peut-être pas suffisamment élaborée, mais ça c'est à lui, le philosophe, à faire son travail. Professeur Milala. Oui, c'est au philosophe que je m'adresse. C'est à lui à passer à l'élaboration de cette affaire. Regardez, qu'est-ce qui a soutenu ces concertations nationales? C'est le besoin de la cohésion pour affirmer notre unité et pour nous donner le moyen d'avoir un véritable contrôle sur notre intégrité territoriale. C'est une base idéologique très forte. Si les Congolais pensent qu'à cause de ça, nous devons nous mettre d'accord, à cause de ça, nous devons améliorer nos écoles, à cause de ça, nous devons améliorer nos infrastructures, à cause de ça, etc., etc., c'est déjà une idéologie extrêmement forte sur laquelle nous devons travailler. Et là, je pense que c'est une bonne chose que le professeur a fait en mettant cette idée en avant. Parce que ça veut dire qu'il faut que les intellectuels congolais réfléchissent quant à la manière d'élaborer un discours qui soit cohérent par rapport à ce que, apparemment, nous avons tous considéré comme étant l'essentiel. Parce qu'autrement, nous n'aurions pas eu autant de monde autour de cette idée de la recherche, du renforcement de la cohésion nationale. Ça, c'est la première réaction que je voulais avoir. La seconde, c'est par rapport au professeur Kalele. Lorsqu'il dit, j'ai vu un Kabila rayonnant, enfin, je prends mes propres mots, rayonnant, resplendissant, parce que, ayant réussi. Mais je me dis, mais bravo. À quoi sert un président de la République si ce n'est pas pour réunir le pays autour de quelques idées forces, puisque nous parlons d'idéologie? À quoi il sert si ce n'est pas à ça? C'est d'abord à ça. Et si il a le sentiment que il a compris ce que veut la nation et qu'il s'inscrit dans cet objectif-là et qu'il l'exprime avec une certaine satisfaction, mais on devrait être content. Ça, c'est un. Et deuxième chose, cette définition de la démocratie que l'on veut absolument enfermer dans la nécessité de l'opposition et le lier à l'alternance. Mais c'est une définition, excusez-moi, mais très culturelle. Très culturelle et dans une culture déterminée qui est celle du monde occidental aujourd'hui. Nous ne pouvons pas à chaque fois nous soumettre comme ça à des façons de penser qui ne correspondent pas à nos problèmes. Nous avons un problème aujourd'hui. Il a été défini très clairement. C'est lequel? Celui de la cohésion nationale qui nous empêche d'avancer, pas seulement du point de vue de la guerre. Parce qu'il faut aller loin là. Parce qu'il ne faut pas lier la cohésion nationale seulement à cette affaire de la guerre. Non. La cohésion nationale est indispensable pour que nous puissions gagner la guerre. Mais en même temps, elle est indispensable pour que nous puissions relever tous les défis qui sont les nôtres. S'il n'y a pas une véritable cohésion nationale dans ce pays, comment nous allons relever le défi qui, à mon humble avis, semble le plus important, celui de l'éducation dans ce pays, celui de la discipline, tout simplement. Celui du fait que nous devons apprendre à nous comporter. Je parle de la société congolaise en général. Et vous? Est-ce que ça, que vient faire la notion de l'alternance là-dedans? Qu'est-ce qu'elle vient faire? Que vient faire la notion de l'opposition là-dedans? Qu'est-ce qu'elle vient faire? Elle n'a rien à faire. Sur certaines choses, nous devons pouvoir être d'accord. Parce que ces choses sont indispensables. Oui. Mais maintenant, si nous considérons nous aussi, et je souligne 3 fois ce nous aussi, si nous considérons nous aussi que pour que notre pays avance, il faut absolument une alternance.
Bon, à partir de ce moment-là, on se pose des questions. Est-ce que tous les pays du monde qui sont aujourd'hui parmi les meilleurs ont mis en avant cette notion? Que donne cette notion-là par rapport au pays où cette notion est appliquée? Quel avantage? Si ce n'est pas que l'avantage d'une petite classe d'intello, hein, comme les deux profs qui m'entourent ici, hein, avec beaucoup d'intelligence et beaucoup de réflexion, mais pour la nation, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça vient faire? C'est bien pour nous ici, on parle, ouais, alternance, il faut faire ceci. Oui, mais c'est pas ça que veut le peuple congolais. C'est pas ça que demande le peuple. Aujourd'hui, je pense que les concertations nationales ont mis en avant quelque chose. Maintenant, c'est aux savants de l'expliquer. C'est qu'elles ont, les concertations, oui, identifié nos problèmes. Et parfois d'une manière excessivement détaillée. Parce que réécoutez le discours de... Comment il s'appelle? Celui qui a fait le rapporteur. Oui. Écoutez attentivement les recommandations. Vous allez voir que parfois, il y a un souci de détail extraordinaire. Parfois même, je m'excuse, hein, parfois même embêtant, quoi, parce qu'il y a des choses, on dit, mais oui, mais pourquoi faut dire ça? Hein? On dit, mais oui, mais pourquoi faut dire ça? Tout le monde le sait, ça. Non, c'était important de le dire. Ça veut dire que les Congolais, opposition, majorité, société civile, constatent que ces choses-là ne sont pas faites. Et pour les faire, nous devons être ensemble. Donc, nous devons réfléchir sur des institutions qui nous permettent d'être ensemble sans nous détacher de ce que veut le peuple congolais. C'est ça qui compte. Et non pas les notions... D'accord, M. Jean-Pierre Kambila. En suivant professeur Kalele, il dit que tout le monde est tombé dans le piège de Joseph Kabila qui voudrait encore ajouter autant d'années sur son mandat. C'est pourquoi tout le monde a couru au palais du peuple pour prendre part à ces concertations. Mais ça, c'est un discours purement politicien. Ça, c'est une crainte purement politicienne. Vous pensez que la dame qui vend ces bananes-là, qui passe dans la rue, qu'est-ce qu'elle a à voir avec ça? C'est pas ça mon souci à moi. Mon souci à moi, c'est que les Congolais ont mis en avant d'une manière très claire leurs problèmes. Et ceci ensemble, sauf naturellement la frange extrémiste de l'opposition, le parti de professeur Kalele, l'UDPS du président Etienne Tshisekedi et d'autres groupes et groupuscules. Bon, ceux-là, ils ont décidé de rester dehors. Mais la grande partie de l'intelligence politique et sociale de notre pays s'est mis d'accord quant à la définition de nos problèmes. Et je crois que c'est ça qui tient la route. Maintenant, si les politiciens, comme le professeur Kalele, pensent qu'il y a encore un débat sur les petites choses absolument, j'allais dire, superficielles, bon, on peut faire ces débats-là, mais il n'est pas très important pour nous aujourd'hui. D'accord. Professeur Kalele, vous êtes parmi les extrémistes, comme l'a dit Jean-Pierre Kambila. Il y a eu beaucoup de recommandations. Beaucoup, je peux prendre quelques-unes. Il y a eu le recensement et l'identification des citoyens avant les prochaines élections, le respect strict de la Constitution, l'affectation des militaires hors leur province d'origine, la lutte contre l'enrichissement illicite des membres du gouvernement, l'éradication des groupes armés nationaux comme étrangers, la promotion de la culture de la paix et de la bonne gouvernance, la libération des prisonniers politiques, le suivi du dossier du sénateur Jean-Pierre Bemba à la CPI. Et la dernière que je peux prendre, c'est la réouverture des médias qui sont donc fermés. Il s'agit notamment de Canal Futur et RLTV. Professeur Kalele, en dehors de toutes ces recommandations, vous, qui n'avez pas, bien sûr, participé à ces concertations nationales, qu'est-ce que vous proposez à la place, concrètement? Bien, d'abord, je ne veux pas entrer dans les détails des recommandations. Parce qu'une chose est de recommander, une chose est d'appliquer. Il y a d'abord le problème des principes. Moi, je n'ai pas dit que M. Kabila était satisfait parce qu'il a réussi. Non, je pèse bien mes mots. Parce qu'il a réussi son coup. Le plus important, c'est son coup.
n'est pas simple réussite. Son coup de se faire donner par des Congolais le mandat d'être président à vie pratiquement. 2. Oui, on peut aujourd'hui expliquer ce qu'on explique, la démocratie à la congolaise ou à l'africaine. Ça, on a entendu du temps de Mobutu. Nous n'avions pas dans nos villages un chef qui règne et puis un chef de l'opposition à côté. C'est du mobutisme. Nous sommes en train de faire marche arrière. On comprend très bien. Il y a eu beaucoup de mobutistes, il y a eu des néo-mobutistes, les gens du PPRD, qui nous reviennent avec ce discours-là. L'opposition, ça c'est à l'occidental, et nous, chez nous, on a notre démocratie. Tout ce que nous faisons ici, dans cette affaire, la politique économique du gouvernement, la politique de l'enseignement, la culture et tout ça, nous sommes dans la démocratie bourgeoise. On ne va pas le nier aujourd'hui. Hein? Donc, si on comprend par le fait que, en prenant l'opposition, la société civile, dans le cadre du PPRD AMP, c'est un progrès, c'est regrettable. Est-ce qu'on peut vraiment applaudir un traître? Vous vous réunissez au CEPAS, vous dites, nous sommes d'accord de discuter sur la recherche des voies et moyens pour sortir le pays de la crise, mais nous ne sommes pas d'accord de faire ces discussions dans le schéma tracé par M. Kabila, parce que. Mais les concertations sont ouvertes, vous oubliez vos engagements, vous entrez dans ce schéma. Là, ce sont les gens de l'opposition. Oui, mais moi je m'en prends aux gens qui ont abandonné leurs convictions, qui ont un discours le matin et le soir un autre discours. Ils sont entrés là-dedans. Ce n'est pas pour résoudre les problèmes du Congo. On sait à quel moment les gens se sont précipités. C'est quand M. Kengo, qui était signataire du même document, a dit « Venez vite, il y aura un gouvernement ». Ils sont allés pour entrer au gouvernement. Quand ils ont entendu qu'il y aura de l'argent, 450 $, ils ont fait les calculs, sont allés là-bas pour de l'argent. Mais les problèmes du pays, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans tout ça? L'inventaire qui a été fait là. Il y a quel élément nouveau? Aucun. Et dans tous les discours, on nous dit, nous allons résoudre, nous allons résoudre, nous allons résoudre. Lorsqu'on entend M. Kabila, à chaque discours devant le Congrès sur l'état de la nation, il dit les mêmes choses. Mais de la déclaration à la pratique, le fossé est extrêmement grand. Nous allons la cohésion nationale. Moi, malheureusement, je suis un politique. Malheureusement. Lorsque vous parlez en politique, il faut toujours savoir distinguer entre le discours officiel, l'objectif officiel et l'objectif officieux. L'objectif officiel, il est généralement politicien. Je prends un exemple. Quand le colonisateur vient ici, il ne doit pas dire « Moi, je viens exploiter votre cuivre, votre diamant et tout ça ». Non, je viens vous civiliser. Je viens vous apporter la bonne nouvelle. Quand il se met à l'œuvre, c'est les mains coupées, le caoutchouc rouge. Quand Mobutu prend le pouvoir, il fait aussi un objectif. Il déclare, je vais mettre de l'ordre, lutter contre la corruption et je garderai mon salaire de militaire. On a vu dans la suite le discours
cohésion nationale, c'est un discours politicien. Les gens se sont laissés appâter par là. Est-ce qu'il y a cohésion nationale quand au même moment, vous nous injectez quotidiennement des Rwandais dans les institutions? Quel Congolais va applaudir? Est-ce qu'il y a cohésion nationale quand au même moment, vous dites la dette a été épongée, vous allez maintenant mourir de suralimentation? Est-ce qu'il y a cohésion nationale quand au même moment, vous nous créez les Bakatakatanga et vous entretenez les Kuluna à Kinshasa? Est-ce qu'il y a cohésion nationale quand la Constitution dit qu'il faut tenir compte de l'équilibre régional dans le gouvernement, vous donnez des quotas différents à des provinces différentes? Non. Ça, on a fait pour appâter, on a réussi à appâter les naïfs. L'objectif fondamental de M. Kabila, c'est rester au pouvoir. Être pratiquement un Kabila Seko, comme Mobutu Seko. Le reste, c'est des petites histoires là-bas. La discussion, les négociations, c'est une science. Hein? Et lorsque vous êtes politicien formé, on vous forme au jeu de dames et de chèque au roi. Comment avancer les pions? Comment vous faire gagner ici? Vous choisissez de perdre pour gagner davantage. Mais toutes ces petites histoires, est-ce que Jean-Pierre Bemba, il fallait attendre maintenant? Hein? On sait comment Jean-Pierre Bemba est allé en prison. Mais tous les pays du monde, quand votre citoyen a des problèmes, il faut le défendre. On attend maintenant les concertations pour parler du cas de Jean-Pierre Bemba. Alors, professeur Kalele, on vous a bien suivi. Maintenant, ma préoccupation. Il y a eu des concertations nationales. Il y a eu des recommandations formulées par tous les délégués. Maintenant, vous de l'opposition, vous qui n'avez pas voulu participer à ces assises, qu'est-ce que vous proposez? Parce que vous ne faites que critiquer ce que les autres ont fait. Oui, nous avions nos termes de référence, c'était très clair. Lesquels? Il y a eu manque de cohésion nationale à un moment précis dans l'histoire contemporaine avec les dernières élections. Elles n'ont pas été correctes. Elles ont posé le problème de crise de légitimité. Il faut débattre pour voir comment sortir de cette crise de légitimité qui existait dans le temps et qui nous avait conduit à instituer la démocratie pour que les gens soient dirigés par ceux qu'ils ont eux-mêmes choisis. Il y avait un problème très important. Le deuxième, c'est la guerre. Pas la guerre simplement, la complicité des Congolais dans la guerre contre leur propre pays. Ce problème n'a pas été abordé et ne figure même pas parmi les thématiques. En lieu et place, on nous parle de conflits intercommunautaires. L'ironie du sort a fait que pendant qu'ils étaient là-bas, le Rwanda faisait entrer d'autres Rwandais au Congo, colonie de peuplement. Museveni faisait construire des routes et des villages dans Beni pour dire, monsieur, vous êtes en train de blaguer, moi je continue mon histoire. Est-ce que ça, ces choses, ces conflits communautaires, c'est une recolonisation? Ils ont éludé ces problèmes pour nous parler des à côté, enfin, à vue d'atteindre l'objectif, c'est-à-dire la présidence à vie. Là, nous ne sommes pas d'accord et ça ne va vraiment pas résoudre le problème de la cohésion nationale. D'ailleurs, M. Kambila dit... Il y a dans les recommandations, on dit le respect strict de la Constitution. Oui. Ça ne vous dit pas quelque chose? Oui, nous voulons le respect strict de la Constitution. Alors? Mais vous savez que c'est éludé dans cette histoire. On n'en a pas parlé ouvertement, mais prenez le calendrier.
Le calendrier nous amène au-delà de 2016. Ce ne sont pas des imbéciles. Hein? Dans la pratique, dans le discours, ils ne parlent pas de révision. Mais dans la pratique, nous sommes dans la révision. Alors, professeur Milala, vous avez suivi tout à l'heure les deux interventions de Jean-Pierre Kambila et professeur Kalele. Que diriez-vous par rapport à ce sujet? Moi, je ne suis pas politique. Hein. J'essaie d'être... neutre en tant que philosophe. Ouais. Les idéologies, c'est pour résoudre nos contradictions. Voilà. Moi, je crois que, heureusement, la question a été bien posée, hein, la question des concertations, la problématique, la cohésion nationale. Elle est d'abord d'une grande pertinence. Il y a la crise en Europe, il y a l'idéologie génocidaire qui s'exporte chez nous. C'est une idéologie de 59 par là, où c'est les Tutsis qui liquident les autres. Les Hutus viennent liquider, c'est cyclique. Et ces choses, maintenant, ça se transporte vers chez nous, ça risque de nous emporter. Guido Matin, ça n'a pas dit. Et donc, comment est-ce qu'on peut réfléchir sur la cohésion nationale pour résoudre la crise de Grand Lac? On peut dire ça. Oui. Mais c'est une problématique extraordinairement bien posée. C'est ce qui a passé aux concertations nationales. Les réponses, il n'y a pas eu de bonnes réponses. Je veux maintenant approfondir un tout petit peu. L'idéologie, ce n'est pas seulement une question théorique, c'est aussi une question de pratique. Je vous donne un exemple de la maladie du monde aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'Albert II, roi de Belgique, laisse le pouvoir? Et on a dit qu'il est malade, bien sûr, mais il laisse le pouvoir. Pourquoi est-ce que le pape laisse le pouvoir? Il y a une pratique de renoncement qui est un grand message. C'est pour dire que ce soit les socialistes, je prends les grandes idéologies réunionnaises, le socialisme, le capital, même la Chine va tomber dans le matérialisme. Et c'est le matérialisme qui va enfoncer le monde. C'est cela. Alors, ces gens donnent un grand message. Je peux ajouter Tshisekedi, le président Tshisekedi. Sa façon de renoncer, je vois ça comme ça, au matérialisme, à des intérêts immédiats, je prends ça dans la même pratique qui engendre en fait et qui est une réponse aux maladies de notre monde d'aujourd'hui. C'est de dire, c'est ça ce sont là les réponses, pas seulement un bloc de théorie, mais des pratiques exemplaires. Et je puis maintenant prendre les politiciens congolais, qui est prêt à faire un grand renoncement matérialiste pour donner le riz, le pain à brève échéance à tout le monde. Ça, c'est un grand enjeu. J'aimerais tout simplement dire, c'est ça qui unit les gens. Pas seulement de blablabla autour de doctrines élevées, non, c'est autour de pratiques réelles. Alors, pour revenir aux recommandations, écoutez, en regardant tout ça, j'ai dit non, mais il ne faut pas de concertation pour prendre ces mesures-là. Mais je crois que les gouvernements qui existent pouvaient faire tout ça sans concertation. Pourquoi une réunion extraordinaire pour des mesures ordinaires? C'est ce qui m'étonne, parce que je crois que le gouvernement Matata peut faire tout ça. Recensement, quoi encore? Je ne sais pas, tout ça on peut faire, respect de la Constitution. Mais pourquoi une réunion si importante qui mobilise la nation entière pour finalement des résultats totalement ordinaires? D'accord, merci professeur Milala. Alors, je passe à vous, monsieur Jean-Pierre Kambila, pour ce deuxième sujet. Il s'agit de cette visite de la délégation des ambassadeurs du Conseil de sécurité des Nations Unies en République démocratique du Congo. Pensez-vous que cette visite peut changer quelque chose dans la région des Grands Lacs? Non, les problèmes de la région des Grands Lacs sont des problèmes très complexes. Ils ne vont pas être résolus par comme un mouvement d'une baguette magique. Non, il s'agit là d'un effort qui fait suite à d'autres efforts et qui précède d'autres. Mais c'était important que le monde, que le gouvernement du monde, parce qu'on appelons ça comme ça, vienne sur le terrain, constater un certain nombre de choses. Et qu'est-ce qu'ils ont constaté? Et là, je fais un raccord avec ce que vient de dire le professeur Milala. Je ne pense pas que les concertations nationales n'ont mis en avant que des petites décisions. La première grande chose, c'est de se mettre ensemble.
que de se mettre ensemble pour dire nous nous mettons ensemble pour réfléchir sur les problèmes de notre pays. C'est déjà ça la réponse. Rien que ça. La seconde chose, c'est le contenu. C'est vrai, en écoutant, en lisant des résolutions, parfois on se dit oui, mais pourquoi ça à un si haut niveau? Mais ce n'est pas ça qu'il faut regarder. Lorsque nos compatriotes insistent pour que le gouvernement soit le reflet de la nation, je résume, hein, l'expression n'était pas celle-là, on ne peut pas dire que c'est une petite chose. Si dans l'idéologie, c'est-à-dire dans la manière de voir les choses généralement acceptées chez nous, il devient évident qu'il faut qu'à chaque gouvernement, de notre pays soit le reflet de la nation. C'est une petite chose, vous pensez? Je ne pense pas. C'est une très grande chose. Si on se rend compte qu'on a négligé tel ou tel aspect, l'importance, le doigt qui a été mis sur l'éducation, c'est une petite chose dans un pays où l'éducation est en train de baisser. Et là, nous revenons aux concertations. Le premier sujet, nous sommes maintenant au deuxième sujet qui concerne bien sûr cette visite, non, mais il y a cette délégation. Oui, mais on ne peut pas. Il y a une relation, n'est-ce pas? Donc, c'est une visite, à mon avis, très importante. Le gouvernement du monde, gouvernement qui met, devait venir voir sur place ce qui s'est fait. Ce gouvernement du monde a vu que les Congolais ont maintenant une vision commune des choses. En tout cas, la plupart, sauf naturellement les extrêmes. Et ça ne manque pas. Dans tous les pays du monde, ça existe. Le gouvernement du monde a vu que sur la question pour laquelle ils étaient venus, il y a quasi unanimité dans ce pays. Aucun Congolais n'est d'accord de laisser 1 cm² de notre pays à un autre. Aucun Congolais n'est d'accord pour que notre pays devienne une colonie de peuplement d'un autre, etc., etc. Et ça, c'était important. Que ces gens viennent, même s'ils ont des ambassadeurs ici qui envoient des nouvelles, c'est très important qu'ils viennent à l'occasion d'une grande messe, que celle-là, et qu'on le dise presque en chœur. C'était important. Voilà pourquoi je considère que c'était bien et Dieu a bien fait les choses pour que ça coïncide. Oui, professeur Kalele, par rapport à cette visite, comment vous l'avez analysée? Parce qu'on a annoncé la venue de cette délégation. Au même moment, dans la partie est du pays, c'était donc le redéploiement de forces neutres dans les différentes localités. Monsieur Oscar, ne nous trompons pas nous-mêmes. Ces messieurs-là étaient des invités du gouvernement de Kinshasa. Ils ne sont pas venus d'eux-mêmes. À la clôture des concertations nationales. Oui. Ils étaient des invités et on en a les preuves. Il faut également que nous soyons sérieux. Pourquoi est-ce que tous les messieurs qui viennent pour les problèmes du Grand Lac commencent par Kinshasa, Goma, et après ils vont à Kampala et à Kigali? Est-ce que nous ne pouvons pas faire changer le chemin? Donc ils prennent ce qui est ici et ils vont donner ailleurs. Pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas venir avec les données d'ailleurs pour que nous, on les analyse? Je dis qu'ils étaient invités parce que peu avant qu'ils n'arrivent, j'étais parmi ceux qu'ils voulaient rencontrer. Et le jour même, ils disent, soyez en stand-by entre 17h et 20h. Vers 20h, non, on nous interdit de recevoir personne d'autre. Je ne rapporte pas ce que quelqu'un m'a dit, monsieur. On ne leur a pas permis d'entrer en contact. C'est le gouvernement qui l'a fait exprès. Or, qui n'entend qu'un seul son de cloche, n'a rien entendu. Est-ce que ces messieurs oublient et n'ignorent pas ce qui se passe ici? Qui ont donné le rapport que l'argent accordé pour l'aide est détourné par le gouvernement? Qui donne le rapport que la République démocratique du Congo est capitale mondiale de viol? Qui donne les rapports sur l'implication du Rwanda aux côtés des groupes négatifs, des forces négatives, etc. Donc, ce qu'on nous raconte officiellement mérite
d'être regardés avec un œil critique. Ils comprennent que les Congolais ne veulent pas laisser un seul sentiment. Oui, nous sommes d'accord. Mais lorsque les forces armées congolaises récupèrent Rutshuru, l'ordre de dégager pour que les M23 restent là-bas, ça vient de qui? Lorsque les forces armées congolaises mettent en débandade, démystifient le Rwanda dans les 3 antennes, on voit venir la dame ici, c'est qui? Mary Robinson. Robinson, pour dire non, solution politique. On arrête les avancées de nos troupes pour laisser le territoire congolais dans les mains des groupes de forces négatives, sur demande express de Museveni, je crois peut-être aussi de Kagame. Donc, faut pas, c'est notre pays. Nous devons l'analyser en profondeur, les causes et chercher des remèdes, pas des remèdes pour plaire à tel ou tel individu. Monsieur Jean-Pierre Kambila a dit, je ne veux pas revenir au premier thème, que la maman qui vend les bananes ici, qu'est-ce qu'elle a à faire avec vos raisonnements d'intellectuels? Non, Jean-Pierre, peut-être vous n'étiez pas ici au pays. Au moment de la conférence nationale, peut-être. Au moment de la conférence nationale souveraine, on a vu l'enthousiasme de Congolais dans toutes les régions, dans toutes les provinces, pour suivre ce qui se passait là-bas. Aujourd'hui, avec vos concertations, combien de Congolais s'y intéressaient? C'est l'indifférence méprisante. Vous faites la politique, il faut tenir compte de l'opinion. Ça, c'est une histoire. À vous, les Congolais, savaient déjà que rien de bon pour eux n'en sortirait. Ils se sont montrés tout à fait indifférents. D'accord. Le temps nous fait défaut. Professeur Milala, rapidement, et mot sur les pourparlers de Kampala. On avait accordé 14 jours aux 2 parties pour trouver une solution. Et aujourd'hui, nous sommes au-delà même. Est-ce que de Kampala sortirait bien sûr une solution durable pour la paix en République démocratique du Congo? Un mot sur la tournée de pays membres du Conseil de sécurité. Oui, rapidement. Oui, je crois que l'accord cadre a été violé par le Rwanda, non, qui a tiré sur Goma, puisque selon cet accord cadre, tous les pays de la sous-région devaient n'est pas abrité comme base arrière, les rebelles, etc. On a vu. Pourquoi est-ce que le Conseil de sécurité n'a pas pris de mesures qui convenaient après ces violations flagrantes? Alors, ils viennent vérifier, mais je crois qu'il y a un peu de timidité, il y a un peu une sorte de morosité dans leur action. Ils devaient prendre... Maintenant, les États-Unis semblent dire qu'on va punir tout ce qui enrôle des enfants soldats dans l'armée de Kagame. Probablement que c'est pour tirer les oreilles à Kagame, mais je crois que le mal vient d'eux. Il faut qu'ils prennent des mesures. Ils ne peuvent pas prendre un accord cadre pour rien, du simple papier. Alors, Kampala, je crois que c'est Rutshuru, Walikale, Masisi. Ça va faire plus de 15 ans qu'on ne contrôle pas ça. Je crois que c'est ça l'enjeu. Je me demande, est-ce que nous allons récupérer ça? Comment allons-nous récupérer ça? Est-ce que cette affaire au nom de la cohésion nationale, on va récupérer. La cohésion n'a pas posé les vraies questions, n'a pas donné de vraies réponses, à mon avis. Parce que je crois que c'était l'occasion, parce que je vous dis que l'idéologie génocidaire vient ici. Vous avez vu l'accord des experts, ici, le rapport des experts. On a tué 4 millions de Hutus sur le terrain congolais, sur la terre congolaise, selon ces rapports. De 1993 à 2003. 4 millions de Hutus sont tués sur le sol congolais par Kagame. C'est ça les rapports. Mais est-ce que ces genres de choses vont trouver des réponses sérieuses? Bref, j'aimerais tout simplement dire, moi je suis convaincu, si on fait de la justice transitionnelle, c'est-à-dire qui est véritablement des gens qui se confessent pour les mal qu'ils ont fait, qui demandent pardon. Dans la sous-région,
pour un départ global comme on l'a fait en Afrique du Sud. Probablement que c'est ça la voie. D'ailleurs, c'est la voie qui est préconisée par... Vérité Réconciliation. Absolument, parce que c'est ça la voie qui est préconisée par les experts des Nations Unies. Mais il faut que ces experts mettent la main, mettent de l'argent pour commencer les commissions, faire de pression pour que les autorités de la sous-région puissent Merci, y aller. professeur Milala. Monsieur Jean-Pierre Kambila, par rapport pour parler des Kampala, est-ce que les Congolais peuvent s'attendre à une solution durable pour que la paix soit rétablie sur l'ensemble du territoire national, surtout dans la partie est du pays? Chacun sait, et si nécessaire, je vais le répéter, que Kampala n'apportera rien de concret si ce n'est pas Kinshasa. C'est à nous. C'est nous qui, par nos actions, ferons que Kampala va s'arrêter. Ça a été dit par Mwamba, par exemple, ça a été dit par le ministre des Affaires étrangères, ça a été dit par tout le monde, je ne fais que répéter. Nous sommes à Kampala, c'est une démarche diplomatique que nous devions faire pour respecter notre signature. Et on le fait. Mais ce n'est pas à Kampala que l'équation congolaise va trouver sa solution. Mais ceci dit, il faut qu'on mette clair. Nous ne pouvons pas abandonner notre destin entre les mains même des Nations Unies. Nous connaissons, chacun connaît l'idéologie qu'il y a derrière, puisqu'on a parlé d'idéologie au départ ici, qu'il y a derrière l'ONU. Quelles sont les valeurs de l'ONU? Vous n'allez pas attendre que l'ONU fasse le travail à notre place. Le travail, nous le faisons à notre rythme, bien évidemment, qui n'est pas le rythme de notre volonté, mais le rythme que nous impose la réalité. C'est trop facile, hein? Le professeur Kalel, il est dans une très bonne position. Quand vous avez le ministère de la parole gratuite, c'est facile à dire des choses. Mais ça, quand vous avez la responsabilité de faire les choses, non pas parce que c'est pas ce que vous voulez faire qui se fait, vous posez une action, mais face à l'action que vous posez, il y a une résistance, il y a les réalités dont vous devez tenir compte. Si ce pays n'était pas entre les mains de ceux qui le dirigent à l'heure actuelle, avec la politique qui est la leur, nous ne serons pas où nous sommes aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous sommes encore plus forts parce que nous avons montré au monde entier qui est venu ici, je dis et je confirme que la délégation du Conseil de sécurité n'a pas été invitée ici. Cette délégation, c'est un programme prévu depuis longtemps dans le cadre de toutes les démarches qui découlent de l'accord cadre d'Addis Abeba. Personne n'a eu besoin de les inviter. Ils sont venus et grâce à Dieu, ils sont venus être témoins de ce que veulent véritablement les Congolais. Les Congolais aujourd'hui n'attendent pas une révolution quelconque, ils veulent se mettre ensemble pour libérer leur pays et avoir l'occasion de consacrer cette énergie-là à la construction de quelque chose de positif. D'accord. Alors, professeur Kalel, on va terminer par vous-même avec votre dernier mot et surtout en une minute juste sur cette affaire de Kampala. Kampala, depuis le début, nous avions dit que ça ne donnerait rien de concret et de bon pour les Congolais. Autant avec les concertations on tué la démocratie ici, autant à Kampala tuer la souveraineté nationale. Ils avaient déjà signé un accord du 23 mars 2009 hypothéquant les intérêts nationaux. Ils ont été à New York. Ils sont venus ici, claironnant les M23, ces forces négatives et terroristes, ça doit se dissoudre. C'est eux, Kabila était là, dans cette délégation-là. Et le lendemain, on les revoit à Kampala. Mais que demande le facilitateur? L'entrée de Rwandais. Pendant qu'ils sont là, les Rwandais entrent, civils et militaires. Et le gouvernement se plaint. Nous allons demander des explications à nos amis. Non, mais les gens entrent chez vous. Les Mbororo sont là-bas. Les FDLR sont là-bas. ADF Lanou sont là. Même avant la naissance de Jésus-Christ. Vous ne les foutez pas dehors. Vous dites, on va demander. Non, ils entérinent la partition du pays et ils le font sciemment. Le reste, c'est pour jouer avec la naïveté des Congolais. Voilà. Hein? Merci Jean-Pierre Kambila.
cadre de la majorité présidentielle. Merci au professeur Kalele, président du FNTC, une formation politique de l'opposition. Merci également au professeur Milala, qui est donc philosophe, pour toutes ces interventions. Je suis certain que tous nos téléspectateurs se sont enrichis des nouvelles idées, des nouvelles analyses de ce cadre que nous avons reçu sur ce plateau. Merci de nous avoir reçus chez vous. Merci également à tous nos invités. Je sais que ce n'est pas le premier numéro, ce ne sera pas le dernier. Et nous aurons la chance de nous retrouver lundi prochain pour un autre débat citoyen pour permettre à notre population, à nos téléspectateurs de comprendre la marche du pays. Encore une fois, merci beaucoup et à la prochaine.